Enceinte, mes parents m'ont renié et chassé. Mon frère m'a recueilli. 3 ans plus tard, ils sont revenus. La vérité sur l'enfant les a pétrifiés sur place. Mon nom est Adeline Morel et j'ai 27 ans. Il y a 3 ans, mes parents m'ont mise à la porte de leur maison en pleine tempête de neige en février. J'étais enceinte de 6 mois. Mon père refusait de me regarder. Ma mère a emballé mes affaires dans des sacs poubelles et les a laissés sur le porche. Ils n'ont pas demandé où j'irais. Ils n'ont pas demandé si j'avais de l'argent. Ils ont juste fermé la porte. Ce qu'ils ne savaient pas alors, ce qu'ils n'auraient pas pu savoir, c'est que la personne qu'ils traitaient d'échec, le frère, vétéran, qu'ils avaient toujours mis de côté, deviendrait le seul père dont ma fille aurait jamais besoin. Ils ignoraient que 3 ans plus tard, lorsque la vérité sur le père biologique de ma fille éclaterait, tout ce en quoi ils croyaient concernant l'honneur, la famille, et ce qui rend quelqu'un digne, s'effondrerait. Voici l'histoire de comment j'ai tout perdu et découvert ce que signifie vraiment la famille. Cela a commencé 14 mois avant cette nuit de février, en mars 2020. J'avais 23 ans et je travaillais de nuit à l'hôpital mémorial de la Croix à Montval, en Nouvelle-France. J'étais infirmière diplômée depuis 2 ans. Mon travail de rêve, celui pour lequel j'avais tant travaillé. Les prêts étudiants planaient sur moi comme une ombre, mais j'étais fier. J'avais réussi à m'en sortir. J'étais la première personne de ma famille à terminer l'université. J'ai rencontré Bastien au café de l'hôpital un mardi après-midi. J'étais entre 2 quarts de travail, buvant un mauvais café et essayant de rester éveillé. Il est entré, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, et il m'a souri comme si j'étais la seule personne dans la pièce. « Service difficile ?» a-t-il demandé. J'aurais dû me méfier. Nous avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard, en avril 2020. Bastien était représentant pharmaceutique pour Pharmacorp. Soigné, charmant, le genre d'homme qui ouvrait les portes et commandait du vin sans regarder le prix. Il conduisait une Audi plus neuve que n'importe quelle voiture que ma famille ait jamais possédée. Il m'emmenait dans des restaurants où je devais vérifier le menu à l'avance car je ne reconnaissais pas la moitié des plats. Je me sentais comme Cendrillon, et j'étais terrifié qu'il réalise que je portais encore des pantoufles de verre faites de pauvreté. Il ne m'a jamais emmené chez lui. La famille est à l'ancienne, disait-il, il faut du temps pour qu'il s'habitue aux nouvelles personnes. Quand j'ai demandé à les rencontrer après 6 mois, il m'a embrassé le front et a dit « bientôt ». Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit qu'il voulait juste garder notre relation privée, sacrée, juste à nous. Mais quand votre petit ami a de l'argent et que vous n'en avez pas, privé commence à ressembler à secret, et secret commence à ressembler à honte. Quand j'ai demandé à rencontrer sa famille après 14 mois, il a toujours dit bientôt. Ma famille vivait dans un appartement de 2 chambres à Portneuf, le genre de quartier où les gens font 2 métiers et n'arrivent toujours pas tout à fait à joindre les 2 bouts. Mon père, Denis, faisait 40 minutes de route chaque trajet pour travailler à l'entrepôt Amazon. Ma mère, Sylvie, travaillait à temps partiel chez Walmart car il maintenait ses heures juste en dessous de 30 par semaine pour ne pas avoir à lui donner tous les avantages sociaux. Ils avaient tout sacrifié pour que je fasse mes études d'infirmière. Tout. Un dimanche, j'ai ramené Bastien à dîner. Ma mère a préparé son pain de viande spécial, celui qu'elle ne faisait que pour les anniversaires, et mon père était assis au bout de notre petite table, essayant de parler avec cet homme qui dépensait probablement plus pour sa montre que nous pour l'épicerie en un mois. Après le départ de Bastien, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. « Sois juste prudente, ma chérie, dit-elle, essuyant le même plat 3 fois. Les garçons comme ça, ils n'épousent pas les filles comme nous. » En ai ri. J'aurais dû l'écouter. Mais 2021, 14 mois dans notre relation. Je fixais le test de grossesse dans la salle de bain de mon appartement, celui que je partageais avec 2 autres infirmières pour diviser le loyer. 2 lignes roses, claires comme le jour, 6 semaines de grossesse. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Bastien m'aimait. Il l'avait dit. Il avait parlé de l'avenir, de d'un jour, et de quand nous serons prêts. Ce n'était pas prévu, mais nous nous en sortirions ensemble. Je l'ai appelé. « Peux-tu venir ? Nous devons parler. » Il est arrivé 20 minutes plus tard, encore en tenue de travail. Je l'ai conduit dans le salon, l'ai assis, j'ai pris ses mains. Je suis enceinte. Elle.
La couleur a disparu de son visage. Il a retiré ses mains lentement, comme si je l'avais brûlé. Tu es sûr? Oui. 6 semaines. Silence. 10 secondes qui ont semblé durer 10 ans. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il dit finalement. Pas, nous allons nous en sortir. Pas, ça va aller. Juste, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il s'est levé, m'a embrassé le front, automatique, vide, et est parti. Il n'a pas tenu ma main en marchant vers la porte. Quand j'ai vu les 2 lignes roses, ma première pensée n'a pas été la peur. C'était, il fera ce qu'il faut. Il m'aime. J'avais tellement tort. Une semaine, il n'a répondu à aucun de mes messages. Il n'a répondu à aucun de mes appels. J'ai envoyé 27 messages, s'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons régler ça. J'ai peur. S'il te plaît. Rien. Le 8e jour, j'ai conduit jusqu'à son appartement. Son Audi était sur le parking. Les lumières étaient allumées. Je pouvais voir la télévision vaciller à travers les rideaux. J'ai frappé 5 fois, 10 fois. Il était à l'intérieur. Il refusait juste d'ouvrir la porte. Je ne le savais pas alors, mais 3 jours plus tôt, la mère de Bastien avait vu un message de moi sur son téléphone, « S'il te plaît, parle-moi du bébé ». Sa famille avait organisé une réunion d'urgence, sa mère, Diane, sa sœur cadette, Amélie, leur avocat de famille. Ils ont assis Bastien dans leur manoir de Haute-Colline, le beau quartier de la ville, celui où les gens comme moi n'allaient que pour faire le ménage ou livrer des colis. Elle essaie de te piéger, a dit sa mère. C'est ce que font les filles de ce genre. Elles tombent enceintes exprès pour avoir de l'argent. Ce n'est pas le cas, dit Bastien faiblement. Adeline n'est pas comme ça. Elle est infirmière. Sa sœur a ajouté, elle gagne combien? 50 000 € par an. Toi, tu gagnes le double. C'est son ticket de loterie. L'avocat a fait glisser un dossier sur la table. Nous offrons 15 000 € et un accord de non-divulgation. Elle signe, elle disparaît. Vous n'en entendrez plus jamais parler. La plupart des filles dans sa situation acceptent. B. Bastien a regardé le dossier pendant un long moment. D'accord, a-t-il dit. Sa mère lui a dit qu'elle essayait de le piéger, et il l'a cru. Ou peut-être voulait-il simplement le croire. 3 semaines après que je lui ai dit que j'étais enceinte, Bastien a finalement appelé. Nous devons parler. Il m'a demandé de le retrouver sur le parking de Walmart. Pas un restaurant, pas chez lui. Le Walmart où travaillait ma mère. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Il m'attendait dans sa voiture. Je suis monté. Il ne m'a pas embrassé pour me saluer. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 15 000 € et un document légal. J'ai lu la première ligne, accord de non-divulgation. Qu'est-ce que c'est? C'est mieux pour nous deux, dit-il, sans me regarder. Tu peux repartir à zéro. Je ne suis pas prêt à être père. De cette façon, tu as des options. La sécurité. J'ai feuilleté les pages, s'engage à ne jamais contacter Bastien. S'engage à ne pas divulguer la paternité. S'engage à ne pas demander de pension alimentaire. Vous voulez me payer pour prétendre que vous n'existez pas. C'est plus que généreux, Adeline. Je l'ai fixé. Cet homme que j'avais aimé. Cet homme qui m'avait tenu et m'avait dit que j'étais belle et m'avait fait croire pour la première fois de ma vie que quelqu'un de son monde pouvait vouloir quelqu'un du mien. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit. Je veux que vous soyez responsable. Je suis responsable. 15 000 €. J'ai déchiré le chèque en deux lentement, en regardant son visage. Gardez votre argent, dis-je. Mais ce bébé saura qui est son père, et un jour il saura que vous avez choisi l'argent plutôt que lui. Sa mâchoire se contracta. Tu fais une erreur. Tu ne peux pas faire ça seul. Regarde-moi. Je suis sorti de la voiture. Il n'a pas suivi. J'ai déchiré le chèque en deux et j'ai dit, vous ne pouvez pas m'acheter. Il avait l'air soulagé. Comme si je venais de lui faciliter la vie. J'ai conduit directement à l'appartement de mes parents. Il était 20 h, un jeudi. Mon père regardait la télévision après son service. Ma mère pliait le linge.
Je me suis assise sur le canapé entre eux. Je suis enceinte, dis-je. Bastien. Il est parti. Il ne reviendra pas. Silence. Mon père fixait l'écran de la télévision, mais je savais qu'il ne voyait rien. Les mains de ma mère se sont figées sur la serviette qu'elle était en train de plier. Tu le gardes, dit mon père finalement, comme si Anya était un problème, pas une personne. Oui. Plus de silence. Ma mère s'est levée, a marché jusqu'à la cuisine, et est revenue. Elle ne pleurait pas. Elle était rigide, maîtrisée. As-tu pensé à d'autres options, demanda-t-elle prudemment. Tu veux dire l'avortement? Je veux dire des options. Mon père s'est levé, a marché jusqu'à sa chambre et a fermé la porte. Ma mère m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais de la déception. Le genre qui fait plus mal que n'importe quelle insulte. Comment as-tu pu laisser cela arriver, murmura-t-elle. Me laisser arriver? Comme si j'avais planifié ça? Comme si je l'avais fait seul? Maman, je n'ai pas. Tu savais qu'il était riche. Tu savais que sa famille était importante. Et tu as quand même. Comment as-tu pu être si négligente? Je l'aimais. Il a dit qu'il m'aimait. Elle a ri, un petit rire amer. Les hommes comme ça n'aiment pas les filles comme nous, Adeline. Ils nous utilisent, et tu l'as laissé faire. Mon père a dit, tu le gardes, comme si Anya était un problème, pas une personne. Ils ne m'ont pas mise à la porte cette nuit-là. Ce qui aurait été plus facile. Au lieu de cela, ils m'ont infligé le traitement silencieux. 2 semaines à vivre dans cet appartement où personne ne voulait me regarder, où mon père quittait la pièce dès que j'entrais, où ma mère ne me parlait que lorsque c'était absolument nécessaire. Passe le sel. Ta lessive est faite. Ferme la porte en partant. J'ai tout essayé. J'ai cuisiné les plats préférés de mon père. J'ai aidé à toutes les corvées. J'ai travaillé des quarts doubles et leur ai donné de l'argent supplémentaire pour le loyer. Rien. J'ai préparé le dîner préféré de mon père un soir, pain de viande, purée de pommes de terre, maïs. Il a mangé en silence, s'est levé, a mis son assiette dans l'évier et a quitté la table sans un mot. Je suis resté dans cette cuisine, enceinte de 6 mois, et j'ai pleuré sur la vaisselle sale. C'est arrivé un mardi début février, enceinte de 6 mois. La neige tombait toute la journée, le vent lourd et mouillé qui rend tout gris. Je suis rentré de mon service à 8 heures du matin. Ma mère m'attendait dans le salon. Des sacs poubelles bordaient le couloir. Mes sacs poubelles, mes affaires. Maman, tu dois partir, dit-elle. Sa voix était plate, vide. Quoi? Mon père est apparu dans l'embrasure de leur chambre. Il refusait de me regarder. Tu as entendu ta mère. Papa, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Avant de tomber enceinte. Avant que l'homme que j'aime ne m'abandonne. Avant que j'ai besoin de ma famille. Tu n'es plus notre fille. Ces mots, je les entendrai jusqu'à ma mort. Ma mère s'est levée, m'a tendu mon sac à main. Tes affaires sont sur le porche. Nous t'enverrons le reste par la poste. Il neige. Je suis enceinte de 6 mois. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus notre problème. J'ai regardé mon père, j'ai supplié avec mes yeux qu'il dise quelque chose, qu'il arrête ça, qu'il soit mon père. Il s'est retourné et est retourné dans sa chambre. Ma mère a ouvert la porte d'entrée. L'air froid s'est engouffré. La neige tourbillonnait. S'il te plaît, ai-je murmuré. Elle m'a regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Et j'ai vu, elle pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais elle n'a pas arrêté. Elle a fait un signe vers la porte. J'ai pris les sacs poubelles, 4 au total, toute ma vie. J'ai marché dans la neige. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai entendu le loquet se verrouiller. J'étais assise dans ma voiture devant la roulotte de Robert à 23 heures. La neige tombait, mon téléphone mourait, et j'ai réalisé que je venais de perdre toute ma vie en 3 semaines. J'étais assise dans ma voiture sur le parking, tremblante, non pas du froid, mais d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à une rupture.
J'avais 643 € sur mon compte bancaire, une voiture avec un voyant moteur allumé depuis 3 mois, et un bébé prévu dans 3 mois. J'ai appelé la seule personne qu'il me restait, Robert, mon frère. 5 ans de plus que moi, vétéran du corps des marines, 2 tournées en Afghanistan, un SSPT, syndrome de stress post-traumatique, auquel la VA, l'administration des anciens combattants, a à peine aidé, vivant dans une roulotte à la périphérie de la ville. Le frère que mes parents appelaient celui qui a des problèmes, celui qu'ils mettaient de côté. Le téléphone a sonné 4 fois. J'ai failli raccrocher. Nan? Sa voix était rauque. Je l'avais réveillé. Je suis désolé. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Puis-je venir? 15 minutes de route jusqu'à sa roulotte. Les 15 minutes les plus longues de ma vie. Il se tenait sur le porche quand je suis arrivé. Chemise à carreaux sur un t-shirt blanc, jean, bottes non lacées. Il dormait, mais il attendait. Je suis sorti de la voiture, je me suis tenu là dans la neige avec mes sacs poubelles. Il m'a regardé, mon ventre, les sacs. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit « Viens ». Il a pris les sacs de mes mains et m'a conduite à l'intérieur. La roulotte était petite, une chambre, une minuscule cuisine, un salon avec un canapé qui avait connu des jours meilleurs, mais il faisait chaud et c'était propre. Il a posé les sacs, est allé à la cuisine, et est revenu avec une tasse de thé. « Assieds-toi, dit-il. » Je me suis assise, j'ai commencé à pleurer, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il s'est assis à côté de moi, ne m'a pas touché, n'a rien dit, il est juste resté assis pendant que je m'effondrais. Quand j'ai enfin repris mon souffle, j'ai dit, je suis désolé. Je ne savais pas où aller d'autre. Ne t'excuse pas. Ils m'ont mise dehors. Maman et papa, ils ont juste. Ils ont fermé la porte. Il est resté silencieux un long moment. Alors, tu es en sécurité ici. Robert, je ne peux pas. Tu es en sécurité ici, a-t-il répété. Ferme et définitif. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas te payer. Je peux à peine. Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Non. Alors arrête. Tu es ma sœur. Tu es à la maison. Il m'a fait du thé. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, tu es en sécurité ici. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru quelque chose. Robert m'a donné sa chambre. Je prendrai le canapé. Il m'a dit, je ne peux pas prendre ton lit, Adeline. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années, un but. Tu es enceinte de 6 mois. Tu ne vas pas dormir sur un canapé. Fin de la discussion. Cette première nuit, j'étais allongé dans son lit, des draps qui sentaient la lessive et quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait la sécurité, et je fixais le plafond. Je pouvais l'entendre dans le salon, la télévision à faible volume, lui se déplaçant sur le canapé, essayant de trouver une position confortable. À 3 heures du matin, je l'ai entendu crier. Un cauchemar. Je me suis levé, j'ai entrouvert la porte. Il était assis, trempé de sueur, les mains tremblantes. Il m'a vu regarder. Je vais bien, dit-il. Retourne te coucher. Je voulais lui parler des rêves, de l'Afghanistan, des fantômes qui le suivaient à la maison, mais j'ai juste dit, merci. Il a hoché la tête. Il s'est recouché. Et nous avons tous les deux fait semblant d'aller bien. Il m'a donné son lit. Il travaillait 12 heures par jour. Et quand je disais, je suis désolé, il disait, ne le sois pas. Tu ferais la même chose pour moi. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Je suis retourné travailler 3 jours plus tard. Je devais le faire. L'argent que j'avais économisé disparaissait rapidement. Et j'avais toujours des prêts étudiants, 315 € par mois qui ne s'arrêteraient pas juste parce que ma vie avait basculé. Quart de nuit, 19h à 7h du matin. 3 nuits par semaine. Debout pendant 12 heures, enceinte de 6 mois. Mon dos criait. Mes pieds gonflaient au point que je ne pouvais plus porter mes chaussures habituelles. Je gardais un seau dans la salle de pause car je vomissais au moins une fois par service. Et mes collègues parlaient. Ils pensaient que je ne les entendais pas, mais je les entendais.
As-tu entendu parler d'Adeline? Elle s'est fait engrosser par un type riche. J'ai entendu dire qu'il l'avait payée et qu'elle ne voulait toujours pas partir. Elle pensait pouvoir le piéger. Une nuit à 3 heures du matin, j'ai vomi dans la salle de bain du personnel. Quand je suis sorti, l'une des autres infirmières, une femme qui avait toujours été gentille avec moi auparavant, se lavait les mains. Elle a regardé mon ventre, puis moi. Tu aurais dû faire plus attention, m'a-t-elle dit. J'aurais voulu lui crier de lui dire que j'avais fait attention. De lui dire que l'amour n'est pas prudent, que la confiance n'est pas prudente. Au lieu de cela, je suis retourné travailler. Robert travaillait comme électricien, sa propre petite entreprise, des contrats trouvés par le bouche-à-oreille et Craigslist. Certaines semaines étaient bonnes, d'autres lentes. Mais après mon emménagement, il travaillait tous les jours, 7 jours sur 7, des quarts de 12 heures quand il le pouvait. Il ne se plaignait jamais, ne me faisait jamais sentir comme un fardeau. Mais la nuit, je l'entendais, 2, 3 fois par semaine, il se réveillait en hurlant des noms que je ne reconnaissais pas. Davis, Ruiz, mettez-vous à couvert. Je restais dans son lit, écoutant, le cœur battant. Devrais-je aller vers lui? Est-ce que cela empirerait les choses? Une nuit, il a crié si fort que j'ai couru dehors. Il était assis sur le canapé, la tête dans les mains, tremblant. Robert, je vais bien. Automatique. Rentre te coucher. Tu ne vas pas bien, Adeline. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient vides. Épuisé. Je gère. Je gère depuis 5 ans. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu t'occupes de moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu ne peux pas réparer ça. Pas de colère, juste de la lassitude. Trop fatigué pour que qui que ce soit puisse réparer. Plus tard, j'ai cherché les noms. Caporal Jacques Desjardins, soldat Miguel Rossi, tous deux tués au combat en Afghanistan, 2015. Robert n'en parlait jamais. Une nuit, il a hurlé un nom. Desjardins. Je l'ai cherché plus tard. Caporal Jacques Desjardins, tué au combat en Afghanistan 2015. Robert n'en parlait jamais. Le parc de roulottes où vivait Robert n'était pas grand. Peut-être 30 roulottes, la plupart occupées par des gens comme nous. Des gens qui travaillaient dur et peinaient à joindre les deux bouts. La plupart des gens s'occupaient de leurs affaires. Mais il y avait une femme, Madame Kowalski, dans les 70 ans, cheveux gris, toujours avec des bigoudis. Rien de mieux à faire que de regarder par sa fenêtre. Un après-midi, je sortais les poubelles quand elle m'a interpellé depuis son porche. Tu es la fille de Denis Morel, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu vis ici avec ton frère maintenant? Oui, madame. Elle a regardé mon ventre. Puis la roulotte de Robert, avec un air calculateur dans les yeux. Ce vétéran instable, dit-elle, avec un SSPT. Et tu amènes un bébé ici? Mon sang s'est glacé. Mon frère est un homme bon. J'en suis sûr, ma chérie. Ce sourire, cette fausse inquiétude. Mais quelqu'un devrait probablement informer les services de protection de l'enfance de la situation, juste pour s'assurer que le bébé est en sécurité. Elle l'a dit gentiment, comme si elle me rendait service. La femme a souri quand elle l'a dit, comme si elle me rendait service. 2 semaines plus tard, il y a eu un coup frappé à la porte de la roulotte. J'étais enceinte de 8 mois. Robert était au travail. Une femme en tailleur se tenait sur le porche, un presse-papier à la main. Adeline Morel? Oui. Je suis Laura Perrin des services de protection de l'enfance. Puis-je entrer? Mon cœur s'est arrêté. Elle a parcouru la roulotte en prenant des notes. Elle a regardé dans la chambre, le berceau que Robert avait construit à la main, peint en blanc, encore en train de sécher. L'éléphant violet que j'avais trouvé à Emmaüs pour 3 €. La pile de vêtements de bébé, tous de seconde main mais propres. Vous vivez ici avec votre frère, Robert Morel? Oui. Et il est vétéran avec un SSPT. Il a fait 2 tournées en Afghanistan. Oui, il a un SSPT. Il gère. Possède-t-il des armes? C'est un vétéran. Il a des armes, mais elles sont enfermées dans un coffre. A-t-il des épisodes violents? Non. Jamais. Elle a écrit quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi.
A-t-il été traité pour son SSPT? Il va à la clinique de la VA quand il peut. Quand il peut. Elle a levé les yeux. Son revenu est-il stable? C'est un électricien agréé. Il travaille tous les jours. Mais est-ce stable? J'ai voulu crier pour lui dire que Robert avait tout abandonné pour moi. Qu'il était la seule personne qui ne m'avait pas abandonné. Qu'il était bon, gentil et sûr. Mais je suis resté là, enceinte de 8 mois dans une roulotte qui n'était pas la mienne, et j'ai regardé ces notes qui pourraient m'enlever mon bébé. Nous allons surveiller la situation, a-t-elle dit à la porte. Elle a écrit quelque chose sur son presse-papier et a ajouté, nous allons surveiller la situation comme si nous étions des criminels. Quand Robert est rentré ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, fixant le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il immédiatement. La DPEJ, Direction de la protection de la jeunesse, est venue. Il est devenu raide. Quoi? Je lui ai tout raconté. Les questions, les notes, la façon dont elle avait regardé sa roulotte comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Il s'est assis lentement, s'est frotté le visage avec ses 2 mains. C'est de ma faute, dis-je. J'ai attiré ça à ta porte. Si elle m'enlève mon bébé à cause de moi. Arrête, sa voix était dure, définitive. Ils ne vont pas la prendre. Robert, si on pense que tu es dangereux, je ne suis pas dangereuse. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je n'ai jamais perdu le contrôle. Pas une seule fois. Et je ne le ferai pas. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis son retour d'Afghanistan, un but. Ils ne vont pas la prendre, a-t-il répété. Je ferai tout ce qu'il faut. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis son retour d'Afghanistan, un but. Le 15 février 2022. 4 heures du matin. J'ai perdu les os. J'ai réveillé Robert. Il était habillé en 30 secondes. Ma mise en voiture en 2 minutes. L'hôpital était à 25 minutes. Il y est arrivé en 18. Le travail a duré 14 heures. 14 heures de douleur qui ont réécrit tout ce que je pensais savoir sur la douleur. 14 heures de Robert dans la salle d'attente, refusant de partir, refusant de manger, juste attendant. Ma tension artérielle a grimpé à la 12e heure. Les infirmières se sont inquiétées, ont parlé de césarienne. Juste un peu plus longtemps, ai-je supplié. S'il vous plaît. 14e heure. 18h03. Anya Morel est entrée dans le monde en hurlant. 2,8 kg, une chevelure noire bien fournie, de minuscules poings agités. Ils l'ont mise sur ma poitrine, peau à peau. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Et j'ai compris pour la première fois ce que signifiait aimer quelque chose plus que sa propre vie. Elle est là, ai-je murmuré. Tu es là. Quand ils ont mis Anya dans mes bras pour la première fois, j'ai regardé son visage et j'ai pensé, je referai tout ça, chaque instant de douleur pour toi. Ils ont laissé Robert entrer après que j'ai été nettoyé. Après qu'Anya ait été pesée, mesurée et enveloppée dans cette couverture d'hôpital à rayures roses et bleues, il se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours en tenue de travail. Il était venu directement d'un chantier quand j'avais appelé les mains dans les poches. Viens ici, dis-je. Il s'est approché lentement, a regardé Anya dans mes bras. 30 secondes de silence, puis, elle est parfaite. Sa voix s'est brisée sur le mot. Tu veux la tenir? Il a hoché la tête. Incapable de parler. J'ai mis Anya dans ses bras. Il la tenait comme si elle était faite de verre. Ses mains tremblaient. Anya a enroulé sa petite main autour de son doigt, comme le font les bébés, cette prise instinctive. Et Robert s'est mis à pleurer. Je ne l'avais jamais vu pleurer, pas une seule fois. Même aux funérailles de notre grand-père. Même quand il est revenu d'Afghanistan avec des fantômes dans les yeux. Mais il a pleuré en tenant ma fille. Je m'occupe de toi, petite, a-t-il murmuré. Je m'occupe de toi. Et j'ai su qu'Anya avait 2 protecteurs maintenant. La loi sur le congé familial, similaire au FMLA, m'accordait 12 semaines de congé, non payés. 12 semaines avec 0 revenu. J'avais quelques économies, 600 €. L'invalidité de la VA de Robert aidait, 524 € par mois. Il travaillait maintenant 7 jours sur 7, d'écart de 12 heures, rapportant peut-être 3000 € par mois quand le travail était bon. Loyer, 425. Charge, 150.
Mon prêt étudiant, 315. Assurance auto, 90. Nourriture, 200 si nous étions prudents. Nous étions si prudents. Nouilles instantanées 4 fois par semaine. Le chauffage baissait à 17 degrés. Je portais 2 pulls au lieu de le monter. Nous achetions les couches au magasin à 1 euro. Le lait en poudre. Dieu merci, je pouvais allaiter, car le lait en poudre coûtait 40 € la boîte. Robert a arrêté d'acheter son déjeuner. Il a commencé à apporter des sandwichs au beurre de cacahuètes sur les chantiers. Je le regardais maigrir. Je regardais les cernes sous ses yeux s'assombrir. Tu dois manger plus, dis-je un soir. Je vais bien. Tu ne vas pas bien, Adeline. Il m'a regardé en rinçant son assiette. Je vais bien. Arrête de t'inquiéter pour moi. Mais je ne pouvais pas. Je tenais ma fille et je comptais les couches pour être sûr que nous en avions assez pour la semaine. C'était l'amour, et c'était difficile. 12 semaines après la naissance d'Anya, je suis retourné travailler. Je devais le faire. Les factures ne s'étaient pas arrêtées. Les prêts ne s'étaient pas arrêtés. La vie ne s'était pas arrêtée. Anya avait 12 semaines, 3 mois, toujours si petite, dormant toujours seulement 2 heures d'affilée. Robert travaillait maintenant les quarts du soir, pour pouvoir garder Anya pendant la journée pendant que je dormais. Puis je me réveillais à 17 heures, prenais le relais, et allais à mon quart de nuit à 19 heures. Robert rentrait à minuit, prenait le relais à nouveau. Nous étions des navires passant dans la nuit. Mon premier service de retour, j'ai pleuré tout le trajet jusqu'à l'hôpital, j'ai pleuré sur le parking, j'ai pleuré dans le vestiaire en enfilant mon uniforme. Ça va ? A demandé une autre infirmière. Bien, ai-je menti. Je n'allais pas bien. Mon corps me faisait encore mal. Mes seins étaient gonflés. Je devais tirer mon lait toutes les 3 heures dans un placard de rangement qui sentait l'eau de Javel. Mes bras me semblaient vides sans Anya. Mais à 19h02, j'ai pointé et j'ai mis mon masque d'infirmière et je suis allé travailler. Quand je suis rentré à 7h30, Anya dormait sur la poitrine de Robert. Tous les deux respirant à l'unisson. Paisible. Il avait réussi. Il l'avait gardée en sécurité toute la nuit. La première nuit où j'ai laissé Anya avec Robert, j'ai pleuré tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Mais quand je suis rentré à 7h du matin, elle dormait sur sa poitrine. Tous les deux paisibles. Il avait réussi. Anya avait 9 mois quand c'est arrivé. Je lui avais donné du pain grillé avec du beurre de cacahuète, juste un tout petit peu, essayant d'introduire des allergènes comme le pédiatre l'avait dit. En 5 minutes, son visage a commencé à gonfler. Des plaques rouges se propageaient sur sa peau. Elle pleurait, mais le cri était étrange. Forcé, sifflant. Robert. Il était à côté de moi en quelques secondes. Il a jeté un coup d'œil à Anya. Hôpital, maintenant. Nous étions en voiture en 30 secondes. Salle d'urgence en 8 minutes. Anaphylaxie. Allergie sévère aux arachides. Ils lui ont donné de l'épinéphrine. Elle s'est stabilisée, a commencé à respirer normalement. Le gonflement a diminué. Le médecin a rédigé une ordonnance pour 2 stylos auto-injecteurs EpiPen. Elle devra les transporter partout. Toute exposition aux arachides pourrait être fatale. À la pharmacie, j'ai remis l'ordonnance. Cela fera 650 €. Je l'ai regardé. Quoi ? 650 €? Votre assurance ne couvre pas le coût total. Je n'ai pas ça. Nous pouvons appeler votre assurance. Ils ne couvriront pas. J'ai déjà atteint ma franchise. Alors je suis désolé, mais ma fille mourra sans ça. Si elle est exposée à nouveau aux arachides et que nous n'avons pas ça, elle mourra. Je comprends, mais je ne peux pas. Robert est apparu à côté de moi. Je n'avais même pas réalisé qu'il était parti. Il a posé une pile de billets de 20 € sur le comptoir. 683, dit-il. J'ai fixé l'argent, puis lui. Robert, où ? C'est réglé. Nous avons les épipens. Nous sommes montés en voiture. Anya s'est endormie dans son siège auto, épuisée par l'épreuve. D'où vient cet argent, ai-je demandé. Il est resté silencieux un long moment. Boutique de prêteurs sur gage.
Tu as mis quelque chose en gage? Qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas d'importance. Robert, le fusil de mon grand-père. Celui de la Seconde Guerre mondiale. C'est bon. C'était la seule chose qui te restait de lui. Anya est vivante. C'est ça qui compte. Il m'a tendu l'argent. 683 € de la boutique de prêteur sur gage. C'était celui de ton grand-père, dis-je. Il a dit, Anya est vivante. C'est ça qui compte. Le 15 février 2023. Premier anniversaire d'Anya. Nous n'avions pas d'argent pour une fête. Pas de place pour les invités de toute façon, donc c'était juste nous trois dans cette roulotte. Robert a fait des crêpes en forme de Mickey Mouse, ou a essayé. Elles ressemblaient plus à des amibes, mais Anya s'en fichait. J'ai planté une seule bougie dans l'une d'elles. Nous avons chanté Joyeux anniversaire faux. Anya a applaudi et ri. Et j'ai pris une vidéo sur mon téléphone que j'ai regardée 1 millier de fois depuis. Pas de décoration chic, pas d'invités, pas de gâteau d'une boulangerie. Mais Anya était heureuse, en bonne santé et aimée. Et j'ai réalisé que c'était ça, la famille. Pas celle que j'avais planifiée, pas celle dont j'avais rêvé quand j'étais plus jeune, mais celle qui est restée. C'était juste nous trois. Pas de décoration chic, pas d'invités. Mais quand Anya a applaudi et ri, j'ai pensé, c'est assez. 2 semaines après le premier anniversaire d'Anya, Madame Perrin de la DPEJ est venue pour sa visite finale. Elle venait prendre des nouvelles tous les quelques mois, visites annoncées et inopinées, inspections, questions. Cette fois, elle est restée 1 heure, à regarder Robert jouer avec Anya par terre, construisant des blocs, la faisant rire. Anya l'adorait, l'appelait le papa, son premier mot. Pas que Bastien mérite ce titre, mais Robert, oui. Madame Perrin s'est assise avec moi à la table de la cuisine, a pris quelques notes finales. Mademoiselle Morel, je clôture votre dossier. Je n'arrivais pas à respirer. Quoi? Vous avez démontré que vous pouvez fournir un environnement sûr et stable pour Anya. Elle a regardé Robert, qui faisait maintenant des grimaces pendant qu'Anya gloussait. Il est clairement compétent et attentionné. Je ne vois aucune raison de surveillance supplémentaire. Nous avons terminé. Vous avez terminé. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Vous vous en sortez bien, tous les deux. Après son départ, Robert s'est assis sur le canapé et a mis sa tête dans ses mains. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais quelque chose n'allait pas. Robert travaillait 7 jours sur 7, des journées de 12 à 14 heures. Il perdait du poids. Les cernes sous ses yeux s'assombrissaient. Il avait manqué ses 3 derniers rendez-vous à la VA. Trop occupé, disait-il. Je ne peux pas me permettre de prendre du temps libre. Les cauchemars étaient pires. 4, 5 fois par semaine maintenant. Parfois, il ne dormait pas du tout. Je me réveillais à 3 heures du matin pour le trouver assis sur le porche fixant le vide. Robert, tu dois voir ton médecin. Je vais bien. Tu ne dors pas. J'ai dit que j'allais bien. Un matin, je l'ai trouvé endormi à la table de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail de la veille. Ses mains tremblaient. Je vais bien, dit-il automatiquement, mais je savais qu'il n'allait pas bien. Août 2024, Anya avait 2 ans et demi. J'étais à l'épicerie avec Anya dans le caddie. Elle chantait le brille, brille, petite étoile à plein poumon, me faisant rire. J'ai tourné dans l'allée des céréales et me suis figé. Bastien se tenait au bout de l'allée, tenant une boîte de spécial K, nous regardant Anya. Son visage est devenu blanc. Elle lui ressemblait. Je l'avais remarqué en grandissant. Les cheveux blonds, les yeux bleus, la forme de son nez. Sur les photos, on pouvait le voir. En personne, c'était indéniable. Adeline, dit-il. J'ai serré plus fort la poignée du caddie, me plaçant entre lui et Anya. Non, dis-je. Je veux juste parler. Tu n'as rien à me dire. S'il te plaît. 5 minutes. Anya a levé les yeux vers lui, curieuse. Qui est-ce, maman? Personne, bébé. Le visage de Bastien s'est tordu. Blessure ou culpabilité, ou les deux? S'il te plaît, dit-il à nouveau. Un café. Juste s'il te plaît. J'aurais dû partir.
J'aurais dû prendre Anya et m'en aller. Mais j'étais curieuse. Qu'aurait-il pu avoir à dire après 3 ans? Starbucks. Samedi 10h. Tu as 5 minutes. Il a regardé Anya et a dit, elle est belle. Comme s'il avait le droit d'avoir un avis. Samedi matin. Robert est resté à la maison avec Anya. J'ai conduit seul à Starbucks. Bastien était déjà là. Il avait vieilli. Ou peut-être que je ne l'avais jamais regardé clairement auparavant. Des lignes autour de ses yeux, des cheveux gris sur ses tempes. Il s'est levé quand je suis entré, a tiré ma chaise comme si c'était un rendez-vous galant. Je me suis assise. Je n'ai rien commandé. 5 minutes. Merci de m'avoir rencontré. 4 minutes et 50 secondes. Il a expiré. Je suis désolé. Pourquoi? Spécifiquement pour tout. Pour t'avoir abandonné, pour l'accord de non-divulgation, pour ne pas avoir été là. D'accord. Autre chose? Je veux faire partie de sa vie. J'ai ri. J'ai réellement ri à voix haute. Vous vous moquez de moi. Je suis sérieux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Et je veux la réparer. Cela fait 3 ans, Bastien. 3 ans. Tu n'as pas le droit d'apparaître maintenant. Je sais, mais mon père est décédé. Pause. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Il a laissé un testament avec des conditions. Et voilà. Quel genre de conditions, ai-je demandé doucement. Quoi? Combien héritez-vous? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Combien? Il a détourné le regard. 8 millions d'euros plus la participation majoritaire dans les concessions automobiles de mon père. 8 millions d'euros. Je me suis levé. Où allez-vous? Tu veux 8 millions d'euros? Anya n'est que le prix que tu dois payer. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Tu peux disparaître pendant 3 ans. Tu peux prétendre qu'elle n'existe pas. Et puis papa meurt et soudain, tu veux jouer au père. Tu n'es pas son père. Tu es un donneur de sperme qui a besoin d'un tampon d'approbation pour encaisser un chèque. Adeline, s'il te plaît, reste loin de ma fille. Je suis sorti. Il a dit, je veux être son père. Et j'ai ri. J'ai réellement ri. Lundi suivant, j'ai appelé l'aide juridique. J'ai besoin d'aide. Le père biologique de ma fille nous a abandonnés pendant 3 ans. Maintenant, il veut la garde à cause d'un héritage. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Ils m'ont mis en contact avec Victoria, avocate pro bono d'un cabinet de Pittsburgh, 38 ans, regard perçant, costume cher qu'elle portait comme une armure. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Montval. Raconte-moi tout, dit-elle. Je l'ai fait. La grossesse, l'accord de non-divulgation, les 3 années de silence, le testament. Elle a pris des notes, n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux. Ils vont vous attaquer de plein fouet. Ils ont de l'argent. Ils engageront les meilleurs avocats. Ils essaieront de vous dépeindre comme une mère inapte, la roulotte, le SSPT de Robert, votre situation financière. Ils vous offriront de l'argent pour disparaître discrètement. Je ne l'accepterai pas. Bien. Parce que nous pouvons gagner cela. Comment? Ils ont de l'argent, mais vous avez la vérité, et la vérité est une arme redoutable. Victoria m'a regardé et a dit, ils ont de l'argent, mais vous avez la vérité, et la vérité est une arme redoutable. Une semaine plus tard, une Mercedes noire s'est garée devant la roulotte de Robert. 2 femmes en sont sorties. Diane Sullivan, la mère de Bastien, et Amélie Sullivan, sa sœur. Elles ont frappé à la porte, j'ai répondu. Mademoiselle Morel, dit Diane. Froid. Poli, comme si nous négocions un accord commercial. Pouvons-nous entrer? Non. Nous aimerions discuter de l'avenir d'Anya. Anya a un avenir avec moi. Amélie s'est avancée. Plus jeune que Bastien, cheveux blonds en queue de cheval parfaite, sac de créateur qui coûtait probablement plus que ma voiture. Nous sommes prêtes à être très généreuses, dit-elle. Je les ai fixées. En échange de quoi? Coparentalité. Bastien l'a tous les 2 week-ends.
Les vacances partagées équitablement. Elle vit principalement avec vous. Non. Le sourire de Diane s'est resserré. C'est beaucoup d'argent à refuser. Vous vivez dans une roulotte, vous travaillez la nuit. Votre frère est instable. Nous pouvons offrir à Anya des opportunités que vous n'auriez jamais pu. Opportunités ou argent? Ce sont la même chose. Non, ce ne sont pas la même chose, mademoiselle Morel. Pensez à l'avenir d'Anya. École privée, voyage, université sans dette, une vie sans. Elle a regardé autour de la roulotte. Point lutte. Ma fille connaît l'amour. La vôtre? Le visage de Diane est devenu froid. Si vous refusez notre offre, nous vous verrons au tribunal. Et nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Vous perdrez. Peut-être. Mais au moins, j'aurai combattu. Vous faites une erreur. J'ai fait des erreurs avant. Celle-ci n'en est pas une. Elles sont parties. La Mercedes a soulevé de la poussière de gravier en s'éloignant. Robert est sorti de la chambre où il écoutait. Anya dormait dans ses bras. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui. » « J'ai regardé ma fille. »« Oui, je vais bien. » Diane a dit, « Nous pouvons lui offrir une meilleure vie que celle-ci. » J'ai regardé autour de notre petite roulotte et j'ai dit, « Meilleure ou plus riche. » Parce que ce n'est pas la même chose. Mes parents ont entendu parler du procès grâce au réseau de commérage de l'église. Petite ville, tout le monde sait tout. Ma mère a appelé Robert, pas moi. Robert, c'est Sylvie. Pause. Comment va-t-elle? Comment va Adeline? Où étiez-vous il y a 3 ans? Dit Robert. Sa voix était plate, froide. Nous avons fait une erreur. Une erreur. Vous avez jeté votre fille enceinte dans une tempête de neige. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Nous voulons aider maintenant. Vous voulez aider maintenant? Où étiez-vous quand elle accouchait seule? Où étiez-vous quand elle ne pouvait pas payer les couches? Où étiez-vous quand la DPEJ menaçait de prendre Anya parce que nous étions trop pauvres? Silence. A-t-elle besoin de quelque chose? Demanda ma mère doucement. Elle avait besoin de vous il y a 3 ans. Robert a raccroché. Le palais de justice de Montval était en vieille brique, construit dans les années 1920, au plafond, banc en bois. L'avocat de Bastien était un homme en costume 3 pièces, probablement 500 € de l'heure, une mallette qui semblait coûter plus que mon salaire mensuel. Victoria est arrivée dans un tailleur de chez Galeries Lafayette. Mais quand elle est entrée dans cette salle d'audience, elle l'a possédée. La juge était Carole Hénard, 55 ans, cheveux gris, lunettes de lecture. J'ai appris plus tard qu'elle avait grandi dans une famille de mineurs de charbon dans le sud de la Nouvelle-France et qu'elle avait fait ses études de droit la nuit tout en étant serveuse. Elle a regardé les 2 équipes juridiques et a dit, « Commençons ». L'avocat de Bastien s'est levé, a ajusté sa cravate. « Votre honneur, Monsieur Sullivan demande la garde partagée de sa fille biologique, Anya Morel. Il reconnaît que des erreurs ont été commises dans le passé, mais il est maintenant prêt à assumer ses responsabilités en tant que père. Il peut offrir une stabilité financière, des opportunités éducatives et un environnement de maison qui... » Arrêtez-vous là, dit la juge Hénard. Où Monsieur Sullivan était-il ces 3 dernières années? Votre honneur, Monsieur Sullivan a été conseillé par son conseil que... Je n'ai pas demandé ce que son avocat lui a dit de faire. J'ai demandé où il était. Pause. Monsieur Sullivan poursuivait sa carrière, bâtissant une stabilité financière afin qu'il puisse. Alors il a choisi sa carrière plutôt que sa fille. Ce n'est pas ainsi que nous qualifierions cela. Comment qualifieriez-vous l'abandon d'une femme enceinte et le refus de tout contact pendant 3 ans? Victoria n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. L'avocat a dit, Monsieur Sullivan peut tout offrir à cet enfant, école privée, fonds universitaires, opportunités. Comme si l'amour ne figurait pas sur cette liste. Cela s'est passé le 3e jour du procès. Robert n'avait pas dormi. Le stress déclenchait son SSPT. Cauchemar toutes les nuits, il mangeait à peine, il se tuait à la tâche pour payer l'essence pour me conduire au tribunal. Ce matin-là, il a déposé Anya à la crèche, et monté dans son camion pour se rendre sur un chantier, et quelque part entre la crèche et le chantier, il a perdu du temps. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé.
Il se souvient du visage d'Anya. Puis rien. Puis un policier frappant à la fenêtre de son camion, lui demandant si tout allait bien. Il s'était arrêté sur le côté de la route, était resté assis là pendant 2 heures, fixant le vide. Le policier a appelé une ambulance. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Crise de SSPT, sévère, du genre qui nécessite une intervention immédiate. Ils l'ont placé en garde à vue de 72 heures au service psychiatrique. J'ai reçu l'appel au milieu d'un témoignage. Mademoiselle Morel, ceci est l'hôpital mémorial de la Croix. Votre frère Robert a été admis. J'ai couru hors de cette salle d'audience. Victoria a essayé de me suivre, mais j'ai juste dit que je devais y aller. J'ai trouvé Robert en service psychiatrique. Il était sédaté. Endormi, en sécurité, mais brisé. Je me suis assise à côté de son lit en tenant Anya, qui était confuse et effrayée, et j'ai pensé, il a tout donné et j'ai tout pris. Je me tenais dans le couloir de l'hôpital, tenant Anya, et j'ai pensé, il a tout donné et j'ai tout pris. J'étais assise dans la salle d'attente, Anya endormie dans mes bras, quand ils sont entrés. Mes parents. Je ne les ai pas reconnus tout de suite. Mon père semblait plus âgé, plus gris. Ma mère semblait plus petite d'une certaine manière, fatiguée. Ils m'ont vu, se sont figés. Adeline, dit ma mère. Je n'arrivais pas à parler. Elle s'est approchée lentement, comme si elle approchait un animal blessé. Nous avons entendu parler de Robert. Il est sous sédatif. Il le garde 72 heures. Elle s'est assise à côté de moi. Pas trop près. Prudente. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. 3 ans de silence. Et ce furent les premiers mots qu'elle prononça. Pourquoi, demandai-je. Pas de colère. Juste de la lassitude. Tellement fatiguée. Pour tout. Pour ne pas avoir été là. Pour avoir fermé la porte. Elle a commencé à pleurer. Pas fort. Juste des larmes coulant sur son visage. Mon père s'est assis de mon autre côté. Il a regardé Anya endormie. Elle est belle, dit-il. Sa voix s'est brisée. Tu ne l'as jamais rencontrée. Je sais. Silence. Laisse-moi prendre Anya ce soir, dit mon père, enfin. Reste avec Robert. Nous nous occuperons d'elle juste pour cette nuit. J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur jeter leur offre au visage. Mais j'étais si fatigué. Et Robert avait besoin de moi. Et Anya avait besoin d'être quelque part en sécurité. D'accord, dis-je. Mon père a dit, laisse-moi prendre Anya ce soir. Reste avec Robert. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai dit oui. Le tribunal a repris le lendemain sans moi. Victoria a demandé un ajournement, mais la juge l'a refusé. Victoria m'a appelé ce soir-là. Nous devons pivoter, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Les avocats de Bastien utilisent l'hospitalisation de Robert. Ils disent que cela prouve que tu es dans un environnement instable, qu'Anya est en danger. Ce n'est pas juste. La justice n'a pas d'importance. La stratégie oui. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas discuter d'argent. Nous n'allons pas discuter de qui a la plus grande maison ou la meilleure carrière. Alors, de quoi allons-nous discuter? L'abandon contre la loyauté. Je vais montrer à cette juge qui était là, qui a changé les couches à 3 heures du matin, qui a tout abandonné pour s'assurer qu'Anya était en sécurité. Et qui a disparu pendant 3 ans et n'est revenu que lorsque l'argent était en jeu. Ça va marcher? Il le faut, car nous manquons de temps. Victoria a dit au juge, il ne s'agit pas de qui a le plus d'argent. Il s'agit de qui s'est présenté. Vendredi, jour 7 du procès. Robert était sorti de l'hôpital, libéré après 72 heures. Il avait l'air vidé, mais il était là, assis au fond de la salle d'audience. Mes parents étaient assis à côté de lui. Ils ne parlaient pas, ils étaient juste assis ensemble. La juge Hénard a ouvert l'audience. J'ai examiné tous les témoignages et preuves. J'ai considéré les arguments des 2 conseils, et j'ai pris une décision. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Victoria s'est penchée. Ce n'est pas tout. J'ai demandé un soutien rétroactif à continuer la juge Hénard.
Le marteau est tombé. Bastien est resté là, sans expression. Sa mère pleurait, non pas pour Anya, mais pour l'embarras. Victoria m'a serré la main. Vous avez gagné. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais juste fatiguée. Quand la juge a accordé la garde complète à Madame Morel, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie fatiguée. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez se briser sous le poids de vous aimer? Robert a tout donné. Il s'est épuisé au travail. Il a sacrifié le sommeil, le confort, sa propre santé. Il a abandonné la dernière chose qu'il avait de son grand-père pour acheter des médicaments qui garderaient ma fille en vie. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous accueilli? Auriez-vous resté quand les choses deviendraient difficiles? Ou seriez-vous parti comme tant d'autres l'ont fait avec moi? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais je sais ceci, les gens qui restent, ce sont eux qui comptent. Pas ceux qui ont de l'argent. Pas ceux qui ont des vies parfaites, ceux qui restent. Robert a commencé une thérapie la semaine après être sorti de l'hôpital. Pas à la VA cette fois. Victoria nous avait mis en contact avec un thérapeute privé, Dr Élise Moreau, spécialisé dans le SSPT et offrant des tarifs dégressifs pour les vétérans, 2 fois par semaine. Robert y est allé à chaque fois. Il a également commencé à assister à une séance de thérapie de groupe pour vétérans le jeudi soir. 8 gars, tous avec des fantômes. Tous essayant de retrouver leur chemin. Ils n'en parlaient pas beaucoup, mais je pouvais voir la différence. Les cauchemars ne se sont pas arrêtés, mais ils sont devenus moins fréquents. 4 fois par semaine est devenu 3. 3 est devenu 2. Il a recommencé à dormir, à manger à nouveau. Un soir, environ un mois après l'hospitalisation, je l'ai trouvé sur le porche. Il était assis dans son fauteuil, café à la main, regardant Anya jouer à la craie sur le trottoir. « Comment te sens-tu » demandai-je. « Mieux. » Il m'a regardé. « Je suis désolé de t'avoir fait peur. »« Tu ne l'as pas fait ?»« Si, je l'ai fait. Je me suis brisé et tu as dû le voir. »« Robert, tu ne t'es pas brisé. Tu t'es plié. Il y a une différence, n'est-ce pas ? » Oui. Se briser signifie qu'on ne peut pas être remis ensemble. Se plier signifie que tu es toujours là, toujours en train de te battre, toujours présent. Il est resté silencieux un long moment. Merci de ne pas avoir abandonné. Je suis désolé d'avoir cassé, dit Robert. Tu ne t'es pas cassé. Tu t'es plié. Il y a une différence. La première visite supervisée de Bastien a eu lieu à la bibliothèque publique. 2 heures. Un travailleur social présent tout le temps. J'ai amené Anya. Elle était nerveuse. Elle ne l'avait jamais rencontré. Elle ne comprenait pas qui il était. Bastien est arrivé avec des sacs de jouets express. Animaux en peluche, poupées, une cuisine en plastique qui coûtait probablement 200 €. Anya s'est cachée derrière mes jambes. « Salut, Anya » dit Bastien trop fort, trop joyeux, en essayant trop fort. Elle n'a rien dit. Je t'ai apporté des jouets. Elle a regardé les sacs, puis vers moi. « Maman, qui est-ce ? Pas qui es-tu ? Qui est-ce ? » Comme s'il était un étranger. Parce qu'il l'était. Sébastien, dis-je prudemment. Il est ton père biologique. Elle a semblé confuse. J'ai papa Robert. Le visage de Bastien s'est effondré. Il s'est agenouillé, a essayé de croiser son regard. Je sais que tu as oncle Robert. Il est super, mais je veux aussi apprendre à te connaître. Anya l'a regardé un long moment. Puis, es-tu l'homme des photos ? Quelle photo ? Elle a pointé vers moi. Maman a des photos, dit-elle. Tu es mon. Elle a eu du mal avec le mot. Mon autre papa. Mais tu as l'air différent. Oui, dit Bastien doucement. Je suppose que oui. Il a passé 2 heures à essayer de gagner sa confiance. Anya était polie mais distante. Elle a joué avec les jouets, a répondu à ses questions en 1 ou 2 mots, mais elle continuait à me regarder, vérifiant si c'était acceptable d'être là avec cet étranger. À la fin des 2 heures, Bastien s'est levé. Puis-je ? Il m'a regardé. Puis-je la prendre dans mes bras ?
Tu peux lui demander. Il s'est de nouveau agenouillé. Anya, puis-je te faire un câlin d'adieu? Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle l'a laissé la serrer dans ses bras. Rigide, inconfortable, puis elle s'est détachée et a attrapé ma main. Au revoir, dit-elle poliment. Alors que nous sortions, je l'ai entendu pleurer derrière nous. Anya l'a regardé et a demandé, es-tu l'homme des photos? Pas papa, juste l'homme. Et j'ai vu quelque chose dans le visage de Bastien. Du regret. Samedi matin, 3 semaines après le procès, je préparais le petit déjeuner quand j'ai entendu un camion s'arrêter. J'ai regardé par la fenêtre, le F-150 de mon père. Il est descendu, est allé à l'arrière du camion, en a sorti une boîte à outils. J'ai ouvert la porte. Papa, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta vitre est cassée et le pas de la véranda. Et j'ai entendu le lavabo de la cuisine fuir. Papa, tu n'es pas obligé. Je sais. Il n'a pas attendu la permission. Il m'a simplement dépassé, boîte à outils à la main, et s'est mis au travail. Pendant 3 heures, il a réparé des choses. La vitre cassée depuis janvier. Le pas de véranda que Robert essayait de réparer depuis des mois. Le lavabo qui goûtait peu importe la force avec laquelle on tournait le robinet. Il travaillait en silence. Je lui ai apporté de l'eau. Il a hoché la tête. Merci, mais n'a pas parlé. Anya s'est réveillée de sa sieste, est sortie, et l'a regardé travailler. Qui est-ce? Demanda-t-elle. C'est grand-père Denis. Grand-père? Mon père a regardé. Quelque chose dans son visage s'est adouci. Salut, Anya, dit-il doucement. Elle a salué timidement. Quand il a eu fini, il a rangé ses outils, s'est tenu sur le porche. Papa, dis-je. Merci. Je ne peux pas reprendre 3 ans, dit-il, sans me regarder, regardant son camion. Mais je peux me présenter maintenant. Ma gorge s'est serrée. D'accord. Ça te va si je me présente? Oui, c'est un début. Il ne m'a pas fait de câlin. Moi non plus. Mais quand il est parti en voiture, j'ai pensé, peut-être que le pardon ne doit pas être tout à la fois. Mon père ne pouvait pas me rendre 3 ans. Ma mère ne pouvait pas annuler les mots qu'elle avait dit, mais il pouvait se présenter maintenant. Et je devais décider, était-ce suffisant? Peut-être que vous avez vécu cela. Peut-être que quelqu'un dans votre vie vous a fait du mal et veut maintenant revenir. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas propre. Le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir chaque jour si la personne en face de vous aujourd'hui vaut le risque. J'ai choisi de les laisser essayer, lentement, à mes conditions. Le 15 février 2025. Anya a eu 3 ans. Nous avons fait une fête dans la roulotte. Juste la famille. Robert a fait un gâteau. Chocolat avec un glaçage rose qui disait « Joyeux anniversaire, Anya » en lettres bancales. Il était penché et imparfait et la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mes parents sont venus. Ils ont apporté des cadeaux, un éléphant en peluche, un ensemble de livres, un pull que ma mère avait tricoté. C'était maladroit. Ma mère était assise à une extrémité du canapé, mon père à l'autre. Robert est resté dans la cuisine. Je flottais entre eux, essayant de faire fonctionner les choses. Mais Anya ne remarquait pas la tension. Elle voyait juste des gens qui l'aimaient. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Anya a soufflé les bougies, 3 d'entre elles, rayées roses et blanches. Elle a applaudi et a crié « J'ai réussi ». « Que as-tu souhaité ?» demanda Robert. Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Elle a souri, montrant toutes ses dents de bébé. Après le gâteau, Anya a ouvert ses cadeaux. Elle a adoré tout. L'éléphant est devenu Éléonore immédiatement. Les livres ont été lus 3 fois avant le coucher. Le pull était trop grand, mais elle l'a quand même porté. À la fin de la soirée, mes parents sont partis. Ma mère m'a fait un câlin. Maladroit, bref, mais réel. Merci de nous avoir laissé venir, dit-elle. Merci de t'être présenté. Après le départ de tout le monde, Robert a nettoyé la cuisine. Anya s'est endormie sur le canapé, et Léonore serrée dans ses bras. Je me suis assise à côté d'elle,
la regardant respirer. 3 ans, en bonne santé, heureuse, aimée. Et j'ai pensé à cette nuit de février, il y a 3 ans, quand j'étais assise dans ma voiture avec des sacs poubelles pleins de ma vie, enceinte, terrifiée et seule. J'ai pensé à Robert ouvrant la porte, à l'hôpital où Anya est née, aux stylos EpiPen et aux visites de la DPEJ, et aux nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Et j'ai pensé à ce moment, ce petit moment imparfait et magnifique. Pas de neige aujourd'hui, juste du soleil, juste de l'amour. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Anya s'est endormie dans mes bras. Robert faisait la vaisselle dans la cuisine. Je pouvais entendre l'eau couler, le cliquetis des assiettes. Je pouvais entendre la voiture de mes parents s'éloigner lentement sur le chemin de gravier, comme s'ils ne voulaient vraiment pas partir. Et j'ai pensé à tout ce qui nous avait menés ici. Il y a 3 ans, mes parents m'ont dit que j'avais ruiné ma vie, que j'avais gaspillé mon avenir, mon éducation, tout ce pourquoi ils avaient sacrifié. Ils avaient tort. Je n'ai pas ruiné ma vie. Je l'ai reconstruite. Et cette vie, cette petite vie bruyante et imparfaite, est la mienne. Anya a bougé dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos d'Éléonore l'éléphant. Robert est sorti de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle est couchée, demanda-t-il doucement. Oui. Il s'est assis à côté de nous. Nous n'avons pas parlé. Nous nous sommes juste assis dans l'obscurité croissante, écoutant Anya respirer. C'est ça, la famille. Pas celle que j'avais planifiée. Pas celle dont j'avais rêvé quand j'étais jeune et que je pensais que l'amour serait facile et que la vie serait juste. C'est la famille qui est restée. Robert, qui m'a donné son lit et ses économies et son dernier souvenir de son grand-père. Mes parents, qui essaient lentement, imparfaitement, d'être les personnes qu'ils auraient dû être il y a 3 ans. Et Anya, ma fille, ma raison pour tout. Bastien a son argent maintenant, son héritage, ses 8 millions d'euros et ses concessions automobiles et sa grande maison de haute colline, mais il n'a pas Anya. Pas vraiment. Il peut lui rendre visite 2 heures par semaine sous surveillance. Il peut envoyer des chèques de pension alimentaire. Il peut lui acheter des jouets chers dont elle n'a pas besoin, mais il n'a pas sa confiance, son amour, ses câlins de 3 heures du matin endormis, ou son chant faux terrible, ou la façon dont elle appelle Robert Papa Robert avec une certitude absolue. On ne peut pas acheter ces choses. On ne peut pas acheter la famille. J'avais l'habitude de penser que la famille signifiait le sang. J'avais l'habitude de penser que le succès signifiait l'argent. J'avais l'habitude de penser que j'avais besoin de l'approbation de mes parents pour être entière. J'avais tort sur tout ça. La famille est la personne qui ouvre la porte quand tous les autres la ferment. Le succès, c'est se réveiller à côté de son enfant endormi et savoir qu'elle est en sécurité. Et la plénitude vient du fait de se choisir soi-même, de choisir son enfant, de choisir l'amour plutôt que la peur. Il y a 3 ans, ils m'ont dit que je faisais une erreur. Que je regretterais de garder Anya. Que je finirais pauvre, seul et amer. Peut-être que je suis pauvre. Selon certaines mesures, oui. Je vis dans une roulotte. Je conduis une voiture avec 320 000 km. J'achète des vêtements chez Emmaüs et je compte chaque euro. Mais je ne suis pas seul. Et je ne suis pas amer. Je suis reconnaissante pour les cauchemars de Robert qui m'ont appris le courage. Pour la roulotte qui est devenue un foyer. Pour la lutte qui m'a montré de quoi je suis capable. Pour les parents qui apprennent lentement et douloureusement que l'amour est plus que la fierté. Et pour Anya, toujours Anya, ma fille, mon combattant, ma preuve que les meilleures choses de la vie ne sont pas planifiées. Elle a ouvert les yeux, m'a regardé avec somnolence. Maman, je suis là, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi, plus que tout. Elle a souri, a fermé les yeux et s'est rendormie. Et j'ai pensé, c'est assez. C'est plus qu'assez. Cette vie, petite, bruyante et imparfaite, est la mienne. Et je n'échangerai cela contre tout l'argent du monde.